Alors, un grand merci aux organisateurs de la conférence et en particulier à Grégory et toute l'équipe d'Epsilon qui m'a fait donc le plaisir de m'inviter aujourd'hui. J'ai assisté à l'intégralité des travaux de cette journée et c'est une lourde responsabilité que de devoir quasiment la clôturer dans un temps court de façon à laisser à ceux qui ont vraiment vocation à la clôturer de le faire. Et donc, du coup, je pense que j'essaierai de passer à travers ces diapositives sans être nécessairement exhaustive, parce que je pense que ce qui compte, c'est qu'on se garde un petit peu de temps pour les questions. Et vous me pardonnerez à l'avance si certaines des diapos, qui seront bien sûr laissées sur le site, sont passées rapidement, de façon à ce qu'on puisse se concentrer sur les questions. Et j'ai eu, en tant qu'économiste, beaucoup d'intérêt à entendre les remarques qui étaient faites sur, d'un point de vue méthodologique, les possibilités offertes par finalement le recours à des techniques de type économétrique. Et ça fait bien longtemps que je pense qu'effectivement, il y a des échanges d'un point de vue technique qui sont très intéressants entre l'épidémiologie et l'économie. Et je vois aujourd'hui sur justement la question de l'évaluation des technologies ou des techniques non médicamenteuses, ou ce que vous appelez les interventions non médicamenteuses, je vois justement le début de ce rapprochement entre ces deux disciplines, et je suis certaine que ça n'est pas quelque chose qui paie pour déplaire à Grégory, qui cherche justement à faire en sorte que les disciplines travaillent ensemble. Et alors pour les économistes, pour la petite histoire, en fait, nous, on n'est pas du tout dans une situation qui se caractériserait par l'embarras des riches, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on se demande si on doit ou pas faire des essais randomisés. On n'en a pas. De toute façon, on doit travailler avec les données dont on dispose, qui sont souvent des données administratives, pour lesquelles il convient de faire une correction après coup d'un certain nombre de biais. Et l'idée même de randomiser, pour les économistes, c'est quelque chose qui est assez peu envisageable, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas finalement d'éléments... Enfin, il n'y a pas de financement qui permettrait de mener de telles études. Et donc, du coup, je pense que l'évaluation des interventions non médicamenteuses, c'est justement ce qui nous permet de nous rapprocher et de mobiliser les compétences dont on peut disposer. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord une entrée par le terrain, parce que je pense qu'on a souvent en tête que la haute autorité de santé, elle est justement pas sur le terrain. Et donc, du coup, j'ai voulu faire une entrée par le terrain avec un travail qui a été fait par Clémence Thébault, qui est chef de projet à l'HAS, sous la direction de Catherine Rumeau-Pichon, qui est adjointe au directeur de l'évaluation, et qui a eu vraiment un travail je dirais, d'identification des freins, qui sont des freins organisationnels, économiques, socioculturels, symboliques. Et ces freins à la prescription d'interventions de thérapeutiques non médicamenteuses, comme on les a appelées dans le rapport, eh bien ces freins, je pense que pour nous, ça a été une entrée dans un sujet qui je pense, va évoquer pour certains d'entre vous des éléments de leur pratique quotidienne. On a eu la chance d'en parler un petit peu dans la séance précédente, et je sais qu'au moins pour certains d'entre vous, ça fait écho effectivement à une réalité. Alors, la façon dont on a travaillé sur ce sujet, c'est bien évidemment de faire un état des lieux à partir de recommandations de bonnes pratiques, qui sont les documents que produit la HAS, entre autres documents, et de voir s'il y avait effectivement un décalage entre ce qui était recommandé dans la recommandation de bonnes pratiques et puis la pratique de prescription. Vous connaissez la réponse, bien évidemment, mais on voulait de manière précise, et en l'occurrence sur deux champs bien particuliers, la prise en charge des risques cardiovasculaires et l'insomnie, vraiment aller mesurer de manière assez précise ce décalage. On dit toujours que les recommandations ne sont pas suivies, en même temps être capable de le mesurer de manière plus précise était important. Donc c'était pour nous un état des lieux important qui était un préalable. Dans un deuxième temps, on a travaillé sur une revue de la littérature qui nous a permis, au niveau national et international, de regarder quelles sont finalement les logiques qui sous-tendent la décision de prescription et de le confronter bien sûr avec les pratiques en France pour aboutir, puisque c'était la demande qui nous était faite par la direction de la sécurité sociale, à des voies d'amélioration concrètes pour justement lever ces freins à la prescription. Alors,
Comme dans tout travail, on passe un certain temps à un cadrage, et je pense que c'est important que nous le passions aussi pour que vous ayez une idée précise de ce que nous avons cherché à montrer dans ce document. Alors d'abord, la notion de prescription, c'est une acception large, ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement l'ordonnance, c'est l'orientation du patient au sens large vers tout un ensemble de thérapeutiques non médicamenteuses, et cette notion large est tout à fait caractéristique de l'approche. Mais dans le même temps, il est vrai que dans la partie consacrée aux recommandations de bonne pratique, nous avons fait le choix de 2 domaines d'application, et dans ce cadre, nous avons regardé les recommandations de bonne pratique contenant des thérapeutiques non médicamenteuses pour lesquelles il existait une validation de l'efficacité. Donc ça, c'est une restriction importante. Ça veut dire qu'on s'est concentré sur des recommandations de bonne pratique pour ces 2 champs pour lesquels il y avait une recommandation de recours à des thérapeutiques non médicamenteuses validées. L'autre point d'ancrage, c'est d'être sur du curatif, alors que nous aurions pu, bien sûr, aussi étendre l'analyse au-delà de troubles déclarés vers la prévention. Enfin, l'analyse a été volontairement centrée sur les professionnels pour l'identification des freins et par leur intermédiaire, la compréhension des freins tels que les patients pouvaient les ressentir. Mais il est vrai que l'analyse, de ce point de vue-là, était centrée sur les professionnels. Et pour ce qui est de la littérature, quand bien même nous avons conclu, comme Grégory le rappelait ce matin, qu'il y avait peu d'éléments de preuve validés, la revue de littérature, notamment sur les freins, elle est totalement large et elle comprend l'ensemble des études de type quanti et quali, donc qualitatif, et bien sûr les enquêtes de terrain. Donc tous ces choix méthodologiques, ce sont des choix qui sont validés par la Commission d'évaluation économique et de santé publique, la CESP. Nous avons 2 représentants dans la salle que je remercie d'être là aujourd'hui. Et ces choix méthodologiques sont vraiment ceux qui vont structurer l'approche et les résultats. Au-delà, bien sûr, de la sollicitation, et je pense que c'est important aussi de comprendre la méthodologie de production d'un rapport de ce type. Ce n'est pas seulement une recension de la littérature, c'est une consultation active d'un grand nombre d'experts, dont des patients, d'exercices professionnels différents, de milieux ou de disciplines différentes. Et ce temps de la consultation est un temps long. Donc c'est souvent un grief qui est fait à la Haute Autorité de Santé que de produire, mais dans un temps long. Il est vrai que le terrain et ce qui nous revient du terrain par l'intermédiaire de ces experts, eh bien, ce sont des moments importants pour la production. Alors, des constats, là encore, je pense, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine, qui ne vont pas vous surprendre, puisqu'on voit cette sous-utilisation avérée des TNM, donc pour, en tout cas, les 2 domaines thérapeutiques que j'ai évoqués. Donc, le risque cardiovasculaire, nous avons regardé en particulier la régulation du comportement alimentaire, le contrôle du poids, le contrôle tabagique et l'exercice physique. Et puis, pour l'insomnie, nous avons regardé les règles hygiéno-diététiques, la gestion du stress et les traitements psychologiques. Donc voilà en gros les éléments que nous avons regardés pour cette première partie de confrontation entre les recommandations de TNM validées et puis la pratique, à partir de données fines, bien sûr, et donc individuelles. Et ce que nous avons par ailleurs remarqué, bien sûr, et c'est un peu tout le sens de ce colloque, c'est que du fait de la difficulté à établir de manière robuste la preuve de l'efficacité clinique, il y a de facto un frein majeur de la part des professionnels à s'engager dans cette voie, qui peut être considéré comme un alibi, on va le voir, qui peut être une réalité et qui est de facto transmise aussi aux patients. De ce fait, l'importance d'établir de manière robuste la preuve de l'efficacité, on va y revenir, apparaît clairement dans ces résultats. Alors en France, au-delà de ces résultats un peu généraux, ce que l'on constate, et je pense que là, c'est un élément extrêmement important, c'est que l'organisation des soins et les modes de financement, en particulier le paiement à l'acte, n'incitent absolument pas les médecins à fournir l'effort nécessairement plus important pour la recommandation de thérapeutiques non médicamenteuses que lorsqu'il s'agit de prescrire un médicament, ce qui est beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, ce financement, cette organisation des soins sont des éléments de contexte, on l'évoquait à l'instant, ce contexte extrêmement important, qui doivent être pris en compte et sur lesquels des actions de changement doivent être effectivement retenues. Et l'autre point que je voudrais souligner, qui est important dans ces travaux,
c'est la mise en évidence d'une grande inégalité d'accès à ces thérapeutiques non médicamenteuses, dans la mesure où elles sont souvent non prises en charge par l'assurance maladie ou les assurances complémentaires. Donc, pour répondre à la demande qui nous était faite, nous avons identifié quelques propositions concrètes. Je ne vous les livre pas toutes, elles sont bien sûr dans le rapport, mais des propositions concrètes très simples, comme le fait d'écrire sur une ordonnance la recommandation d'une TNM, ce qui peut paraître tout à fait décoiffant pour certains, mais qui est en l'occurrence très simple à faire et qui peut être recommandé aux médecins, justement. Ou encore, et peut-être de manière plus importante encore, faire en sorte de fournir au patient une information très détaillée que le médecin pourra lui donner, de façon à ce qu'il n'ait pas, lui, à faire l'explication de ce que pourra lui apporter cette thérapeutique non médicamenteuse. Autant de propositions très concrètes, très simples, qui ont été mises en évidence dans le rapport. Mais je voudrais, en fait, aller peut-être plus rapidement sur la question de l'évaluation de l'efficacité clinique, qui a été abordée par les deux précédents orateurs, qui nous permettra de convaincre les professionnels de santé et les patients de développer ces interventions. Et puis, et c'est l'objet vraiment de ma présentation, une fois qu'on aura prouvé cette efficacité clinique, il faudra bien en démontrer l'efficience. Et à partir de là, on va le faire en comparé à d'autres stratégies, bien sûr médicamenteuses, mais pas seulement, et tout ceci pour justifier une prise en charge par l'assurance maladie. Et ce faisant, on permettra de résoudre l'inégalité d'accès que j'évoquais précédemment à ces stratégies thérapeutiques non médicamenteuses, dès lors que leur efficacité et leur efficience, c'est-à-dire la mise en regard, comme tu l'évoquais, des coûts avec les bénéfices générés, eh bien, dès lors que cette démonstration aura été faite. Ce que je voudrais aussi évoquer, juste avant de rentrer plus avant dans la partie économique, c'est le fait que la HAS s'est bien sûr intéressée à ces interventions non médicamenteuses, qu'elle a produit ce rapport en 2011 qui a été présenté en introduction, mais qu'elle continue bien sûr de travailler sur ces sujets. J'en veux pour preuve les travaux d'Armel Lepère-Desplan, qui est présente dans la salle, et qui a été le leader d'un gros projet européen qui s'appelle ALCOVE, sur la maladie d'Alzheimer et sa prise en charge, et dans laquelle, par exemple, sur la base de travaux qui sont faits par les Finlandais, et on a pu valider et surtout recommander des interventions non médicamenteuses validées, par exemple des interventions de type psychosocial personnalisées sur le couple aidant-personne malade. Donc on voit bien que la HAS continue le travail au-delà de ce qu'elle a fait en 2011, et ceci dans le cadre de différents travaux. Je pense aussi bien sûr aux programmes pilotes qui très tôt ont alerté sur le recours excessif à certains médicaments et qu'Armel a aussi développé. Et puis je pense aussi à tous les travaux qui sont en cours sur des projets de coopération professionnelle dont vous avez peut-être connaissance, qui permettent de réfléchir à une autre façon d'organiser la fonction de production, puisque c'est la façon dont les économistes appellent ceci, entre par exemple les professionnels de santé, le médecin, l'infirmière. Et donc la loi a donné à l'HAS cette responsabilité d'évaluer les projets de coopération professionnelle. Et ce qu'on a été amené à faire dans ce cadre-là, c'est de définir finalement des méthodes originales, adaptées justement à des interventions sur des changements organisationnels. Et il me semble que là encore, quand bien même on ne traite pas d'intervention non médicamenteuse, il y a des liens à faire d'un point de vue méthodologique avec les travaux qui sont menés pour justement l'évaluation de ces projets. Alors, je serai donc très rapide puisque j'ai la chance d'avoir eu deux intervenants sur la question de l'évaluation de l'efficacité clinique, mais qui est, vous le reconnaîtrez, la condition nécessaire si on veut mettre en regard les bénéfices avec les coûts. Les bénéfices, ce sont bien les bénéfices en termes d'efficacité clinique, et c'est justement ce qui a été développé à la fois par Jean Bourdeau et tout récemment par Bruno Falissard. C'est donc cette première étape de caractérisation d'une relation entre des résultats qui sont obtenus en termes d'amélioration de l'état de santé par une chirurgie, par un dispositif médical, par des médicaments, par toute autre intervention justement non médicamenteuse. Et c'est un travail qui se fait hors coût, c'est-à-dire on ne regarde que la dimension efficacité clinique et donc un bénéfice-risque, un ratio bénéfice-risque en règle générale. Et on distingue là aussi l'efficacité clinique telle qu'elle ressort des essais de laboratoire
de l'efficacité en vie réelle, où là, on va pouvoir justement voir cette extrapolation qu'on a évoquée, où on sort de l'essai et on essaie de voir si dans les conditions réelles, on obtient la même efficacité dans la population cible et parfois y compris à l'extérieur de cette population cible. Et cette preuve de l'efficacité clinique, on a vu ce matin, et c'est un peu l'objet aussi de cette dernière présentation, que de faire un peu le lien. Et c'est pour ça que ce matin, je peaufinais mes transparents et Grégory m'a vendu auprès de vous. Mais je voulais justement intégrer les deux interventions, à la fois de Bruno à l'instant, mais aussi de Jean Bourdeau, sur la nécessité finalement, mais cette injonction que nous entendons tous, d'un point de vue disciplinaire différent, certes, mais de passer d'une logique d'évaluation de l'efficacité d'une technologie de manière très isolée, un médicament par rapport à un placebo, qui est une version très ancienne maintenant de l'évaluation, à celle d'une intervention complexe comme celles qui ont été évoquées aujourd'hui dans les ateliers et dont on a vu qu'elles nécessitaient une plus grande créativité. Et je pense que l'intervention de Jean ce matin, qui nous disait qu'il fallait prendre en compte des mesures intermédiaires, je pense que c'est tout à fait important, puisqu'on parle ici de changement de comportement et de changement organisationnel, et ça parle beaucoup aux économistes. Alors, on a compris que la condition nécessaire, c'était la démonstration, ou plutôt la preuve, je préfère le garder ainsi, la preuve de l'efficacité médicale, clinique et si possible en vie réelle. Pour les économistes et pour garantir l'accès de tous à des soins de qualité, ce qui est quand même ce que recherche la HAS, il faut démontrer l'efficience de ces technologies. Et c'est bien la conclusion de ce rapport de 2011 que j'ai repris ici de manière un petit peu plus longue, que vous retrouvez dans l'article qui est en fait produit par Clémence Thébault et les autres auteurs dans l'ouvrage qui est sorti en même temps que le colloque. Et donc la conclusion nous invite très clairement à cette évaluation. D'une part de l'efficacité clinique et en vie réelle, d'autre part, bien sûr, de l'efficience. Alors, je passerai sur les définitions de la science économique, juste pour dire que s'il n'y a pas de rareté, on n'a pas vraiment de raison d'être dans la salle. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, la rareté est évidente, mais pour autant, elle est toujours présente dans la mesure où une somme qui est affectée à un usage ne l'est pas à un autre, et qu'il y a donc un sacrifice quelque part qui est consenti dans ce cadre. Donc, le calcul économique appliqué, qu'on appelle dans notre domaine de la santé le médico-économique, que d'autres appellent, par exemple, dans les transports, l'évaluation socio-économique, quelle que soit l'appellation, c'est du calcul économique appliqué, et qui se développe depuis les années 70, eh bien, nous amène à réfléchir à cette première notion d'efficience, qui est de se dire, à l'intérieur du budget dont on dispose, deux questions. Est-ce qu'on a finalement obtenu le maximum de résultats avec les moyens qu'on a mobilisés? Nous, on appelle ça dans notre jargon l'efficacité ou l'efficience productive. Et puis une autre question, est-ce qu'on a bien produit les bonnes interventions? Et là, on voit bien aussi, sous cette notion d'efficience allocative, qu'on pose une question de fond, qui est de dire il faut répondre à une demande, et qui sont les demandeurs? Est-ce que ce sont les personnes malades? Est-ce que ce sont les médecins pour les personnes malades? Qui finalement doit définir, en l'occurrence, la demande? Et aujourd'hui, comment cette demande s'exprime-t-elle? Par l'intermédiaire souvent d'un tiers qu'est le médecin. Mais en tout cas, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a bien obtenu le maximum de résultats avec ce qu'on a utilisé comme moyen? Et est-ce que le système a bien produit ce dont on avait besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas produit, par exemple, trop de statines? Et on aurait pu investir cette énergie dans d'autres domaines que la production de la énième statine. Donc là, c'est vraiment un problème d'efficience allocative. Et puis, il y a une autre grande question qu'on n'abordera bien sûr pas aujourd'hui, mais qui est tout à fait centrale, qui est de se dire, la santé, c'est certes très important. Pour certains, on va même jusqu'à dire qu'elle n'a pas de prix. Et donc, on va jusqu'où en termes d'investissement consenti par la collectivité? Est-ce qu'on est à 7% du PIB? Est-ce qu'on est à 10% du PIB? Est-ce qu'on est à 12 ou 17% comme certains pays? Et donc, cette question-là, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on déplace en mettant plus d'argent dans la santé? Est-ce que, par exemple, on réduit l'investissement dans l'éducation
en sachant par ailleurs que dans certains pays, notamment les pays en voie de développement, l'investissement dans l'éducation, c'est peut-être la meilleure façon d'obtenir des améliorations de l'état de santé. Donc, ce n'est pas neutre, cette question, bien sûr, d'efficience macroéconomique, mais c'est une question ardue. Alors, on a tout un ensemble de modèles dans notre boîte à outils. On a aussi une boîte à outils depuis longtemps, les économistes. Et c'est vrai qu'en règle générale, jusqu'ici, on a travaillé avec des modèles de type impact budgétaire. Alors ça, c'est ce que j'appelle « ça coûte combien, Madame Michu ?» Voilà. Alors là, on va vous dire « modèle d'impact budgétaire ». Vous avez adopté la technologie Grand X. Ça va vous coûter tant. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes capable de faire des choix d'investissement sur la seule base d'un modèle qui va vous dire quelle sera finalement la conséquence financière d'un investissement si on ne sait pas ce que, par ailleurs, on a gagné dans cette aventure. Et donc, du coup, il est vrai que les modèles d'impact budgétaire, c'est bien pour la gestion après coup, une fois qu'on a fait le choix. Mais à la Haute Autorité de Santé, on essaie de se situer avant. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que quand on décide de s'investir ou d'investir, en l'occurrence des ressources publiques, dans une intervention, quelle qu'elle soit, on se soit à la fois posé la question de son efficacité, sécurité, tolérance, et de son coût-efficacité. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure comme étant la question. Bruno, je te remercie. Elle n'est pas simple, mais c'est celle-là qu'on essaie effectivement de voir. Donc, les modèles d'impact budgétaire, c'est du après-coup, c'est de la gestion. Et on se dit, ben voilà, il faut réserver tant d'argent parce que ça va nous coûter tant. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. L'approche par le coût de la maladie, tu l'as évoqué aussi, par certains côtés, on peut y découvrir des choses très intéressantes, comme par exemple le fait que pour certains patients, devoir suivre un traitement, ça peut impliquer jusqu'à 2 heures de leur temps et que c'est juste pas tenable. C'est une information utile, mais ce n'est pas pour autant que cette information-là va nous servir lorsqu'on essaiera d'éclairer le décideur sur les investissements qu'on doit consentir pour des ressources publiques qui sont limitées. Alors, vous vous doutez qu'on se rapproche de ces analyses coût-efficacité ou coût-utilité qui sont celles que nous avons retenues avec les économistes et donc les membres de la commission, la CESP, comme étant bien sûr celles que nous préférons, la mise en regard d'une part de l'efficacité et du coût pour, par exemple, un résultat final unique qu'on va pouvoir définir, par exemple, en gain en nombre d'années de vie ou de mois gagnés. Alors ça, c'est déjà une étape importante parce qu'on n'est plus dans une espèce de après-coup, on se pose la question de combien ça va nous coûter, on est par avance dans une logique de se dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et on est dans une pathologie donnée, un indicateur de résultat en termes de nombre d'années de vie gagnées, et on essaie de regarder, en fait, de comparer des stratégies pour atteindre cet objectif commun. Et puis, quand on a envie d'aller un petit peu plus loin, et c'est ce qu'on fait en général, on va sur de l'analyse dite coût-utilité, et qui aujourd'hui est reconnue à la HAS comme étant l'analyse qui est celle qui permet le mieux d'éclairer finalement les enjeux de la mesure des bénéfices et de la mise en regard avec les coûts, parce qu'elle permet de reconnaître une chose, je pense, qui tombe sous le sens, qui est de dire gagner des années de vie, mais parfois dans un état végétatif, n'a pas d'intérêt, et il nous faut prendre en compte le fait que les années de vie que l'on veut gagner, ce sont des années de vie en bonne santé. Donc, cette espèce de pondération à laquelle on a tous réfléchi un jour, à un moment de notre vie, eh bien, cette pondération, d'autres ont travaillé dessus depuis une trentaine d'années et s'en servent de manière assez systématique pour éclairer la décision, pas nécessairement la prendre. Et je pense qu'il y a eu en France une exorcisation, je ne sais pas comment on dit, mais on a parlé de totémisation des essais randomisés, et là, une diabolisation des QALY qui a, je pense, été très contre-productive parce qu'on imaginait que c'était une règle de décision. Alors que le QALY, c'est comme le maître étalon. C'est une façon de mesurer avec les difficultés que pose toute mesure. Par exemple, on a des questionnaires de qualité de vie qui sont des questionnaires bien connus, très synthétiques, parce qu'on compare entre toutes les pathologies. Donc du coup, c'est sûr que par rapport à tout ce que peut apporter la psychométrie dans une pathologie donnée pour aller très fin dans des résultats, c'est sûr que c'est très frustrant.
Mais on essaie de travailler justement à la façon dont on peut articuler les deux. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu multidisciplinaire entre l'épidémiologie et l'économie pour réfléchir à une amélioration de la prise en compte de la qualité de vie dans les études. Pour le moment, on s'en tient aux outils validés dont on dispose, c'est-à-dire ce questionnaire européen EQ5D, mais qui a pour valeur, je dirais déjà, d'attirer l'attention sur le fait qu'il peut y avoir des arbitrages entre durée de vie et qualité de vie, et que ces arbitrages, on les fait au quotidien. Et donc, l'auteur Alan Williams, qui est à l'origine de cette notion de QALY, était justement convaincu du fait que ça tombait sous le sens, qu'on était tous, quelque part, amenés à faire ces arbitrages. Et donc, on essaie de mesurer les préférences individuelles, donc on a évoqué ces questions dans dans la précédente discussion, et tout ceci, pourquoi ? Et là, je pense que c'est important qu'on s'interroge. Alors, bien sûr, on parle d'une période de récession où la rareté devient explicite, mais comme je l'évoquais précédemment, dans beaucoup de pays, on recourt depuis bien plus longtemps à l'analyse économique ou médico-économique, comme on l'appelle, parce qu'on a été capable de reconnaître de manière explicite le fait que les ressources sont toujours limitées, parce que si on les utilise dans un domaine, elles ne font pas un autre domaine, quelle que soit la situation économique d'un point de vue macroéconomique. Donc, en France, on a quand même un système assez libre dans lequel, finalement, on a ce que j'ai appelé par le passé une collusion tacite entre un médecin qui est payé à l'acte et un patient dont la demande est en grande partie solvabilisée, un assuré qui est peu sensible à la hausse des cotisations, une absence d'intérêt, voire, jusqu'à récemment, une forme de méfiance à l'égard du calcul économique, parce que c'est perçu comme un instrument de rationnement et pas comme une rationalisation des choix que doit faire toute instance dès lors qu'il s'agit de choix concernant des investissements publics. Alors, on a trouvé toutes sortes de stratégies de contournement de cette notion de rareté. Donc vraiment les œillères, on s'est dit par exemple que la croissance permettrait de créer suffisamment de valeur pour trouver les moyens nécessaires, que les économies qu'on allait faire par la réduction du gaspillage pourraient couvrir le besoin insatisfait, que, si besoin, on pourrait transférer vers la santé des ressources qui seraient allées à d'autres secteurs. On l'a fait sur la défense, par exemple. Et puis, dans le pire des cas, on pourrait s'endetter dans le long terme. Et on l'a fait aussi. Et on a aujourd'hui, avec la RDS, un fardeau pour les générations futures pour permettre le financement du déficit de notre système. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est en jeu, c'est la pérennité d'un système. Et c'est la raison pour laquelle, progressivement, se met en place à la Haute Autorité de Santé une mission d'évaluation économique. Vous connaissez certains de ces facteurs qui conduisent à repenser ces stratégies de contournement, voire à les rendre inacceptables. C'est par exemple le prix exorbitant des médicaments orphelins, donc des sommes en jeu extrêmement importantes, des inégalités sociales de santé dont on voit qu'elles se renforcent, alors même qu'on a un État-providence qui est quand même très développé, de nouveaux besoins comme la dépendance, et puis cette volonté, bien sûr, marquée aujourd'hui plus que jamais de réduction des déficits publics et qui conduit à ce que l'on doive plus que jamais aujourd'hui réfléchir aux investissements que l'on consent. Alors, et donc je parlerai peu de la Haute Autorité de Santé qui n'est pas une société savante, mais qui est une instance indépendante, en tout cas elle essaye de l'être. Eh bien, les objectifs, c'est d'une part, ils sont en bas, mieux soigner, mieux dépenser, mieux discerner. Alors pour mieux discerner, il faut effectivement une évaluation de technologie de santé avec des avis scientifiques, avec un travail tant du point de vue médical qu'économique qui permettent de clarifier, de démontrer l'efficience, c'est le premier point. Et par ailleurs, et c'est un deuxième point qui est peut-être plus caractéristique des travaux que l'on mène dans l'autre grande direction de la Haute Autorité de Santé, qui est la DAX, et qui s'occupe de la sécurité et de la qualité des soins, c'est de mettre en œuvre un certain nombre d'actions auprès des professionnels, auprès des patients, pour faire en sorte que les individus prennent conscience du fait que leurs décisions individuelles, une fois agrégées, ont un impact, c'est ce qu'on appelle le bouclage, les effets retour, sur le résultat final en termes de niveau de dépenses, de qualité, de sécurité, d'équité. Et bien ceci, ce sont des éléments que l'on essaie effectivement de traduire dans l'ensemble des travaux de cette DAX que je voulais évoquer ici. Alors,
pour conclure et rester dans le temps et surtout laisser du temps à la question, je voudrais juste évoquer les missions d'évaluation économique qui ont été confiées à la Haute Autorité de Santé progressivement, donc la loi de 2008, qui a permis de reconnaître l'importance de documenter la pertinence de l'allocation des ressources et la volonté d'éclairer le décideur. Je rappelle qu'on ne prend pas de décision ou d'avis, mais par contre qu'on tente d'éclairer la décision et le décideur public peut bénéficier effectivement de ces travaux, c'est bien l'objet. On cherche aussi, au-delà du décideur public, à nourrir le débat public. Et je pense que la Commission et ces débats souvent enflammés entre un nombre important de disciplines représentées, c'est une façon déjà de nourrir ce débat public sur le niveau des ressources que la collectivité est prête à consacrer à la santé. Et ce graphique, je vous laisserai le découvrir, mais juste pour vous donner la réponse, le cadran dans lequel il faut qu'on soit, c'est le cadran 1, c'est-à-dire des situations où vous avez à la fois, certes, une différence d'efficacité qui a été prouvée, mais nécessairement une différence de coût, sinon le modèle économique serait à revoir sérieusement. Et là, en l'occurrence, la question qu'on pose, c'est jusqu'où va-t-on? C'est-à-dire combien est-on prêt, dans ce cadran 1, à mettre pour une amélioration de l'efficacité. Et c'est toute la question que nous cherchons à poser, les autres cadrans n'étant pas véritablement ce que les Anglais appellent no-brainer, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'un neurone pour y répondre, parce que si c'est à la fois plus coûteux et moins efficace, vous connaissez la réponse. Si c'est à la fois moins coûteux et plus efficace, il faut se poser la question de pourquoi on ne l'a pas déjà mis en œuvre. Et puis le cadran 4, dès lors qu'on ne veut aucune perte de chance, et c'est quand même une règle dans notre société, moins coûteux et moins efficace, c'est très difficile à engager. Donc on est plutôt, nous, économistes, dans le cadran 1, où on se pose la question de savoir jusqu'où peut-on aller en termes de différentiel de coût par rapport à ce différentiel d'efficacité. Alors, les travaux du service auquel je rends hommage, et qui est celui qui produit dans cette maison, eh bien, ce sont des travaux de nature très différente, par exemple des recommandations de santé publique, des analyses d'organisation du système de soins, et c'est en l'occurrence dans ce cadre qu'a été produit le rapport sur les interventions non médicamenteuses, des évaluations de technologie en réévaluation de classe, des guides méthodologiques, et ça c'est très important. Il y a bien sûr le guide d'évaluation économique, mais aussi un guide qui va sortir sur les aspects éthiques, et on a commencé à réfléchir ensemble à l'idée d'un guide sur l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Donc je pense que la venue dans cette instance, dans ce beau lieu, dans cette conférence, pour moi sera très fructueuse, puisqu'on aura réfléchi ensemble à la façon d'avancer sur ce sujet. Une commission donc, dont on a 2 représentants dans la salle, mais je n'en dirai pas plus, simplement pluridisciplinaire, et qui essaie de regarder l'ensemble des questions. Et je passe sur le décret d'application qui ne concerne que les médicaments, mais qui nous donne peut-être une idée de ce vers quoi l'on ira, c'est-à-dire la démonstration, comme je l'évoquais, pour l'ensemble des technologies, pas seulement pour les médicaments, de l'efficience. Et en conclusion, 4 points, dont un n'apparaît pas, j'en suis désolée, mais je l'évoquerai. En l'occurrence, 3 points. Donc, l'importance d'une action d'accompagnement sur 2 dimensions. L'accompagnement sur la preuve de l'efficacité clinique, et ceci, je pense, nécessite une approche innovante. On l'a déjà évoqué dans les 2 précédentes interventions sur l'efficacité clinique, mais je pense que la HAS doit prendre sa responsabilité en matière de reconnaissance, d'approche innovante. On a parlé de comparaison indirecte, on a parlé de tout un ensemble de travaux qui sont à la jointure entre l'économétrie et l'épidémiologie. Du point de vue économique, je pense que, par exemple, les travaux d'Anne-Isabelle Poulier, qui est aussi présente dans la salle et qui travaille sur l'apnée du sommeil, montrent déjà qu'on prend en compte dans la mesure de l'efficience les différentes interventions, y compris des stratégies concernant, dans l'apnée du sommeil, des stratégies de prise en charge, donc avec des techniques non médicamenteuses. Et puis, un point très important qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, mais qui était en filigrane de ce qui a été dit, c'est la HAS doit faire un relais explicite vers les financeurs publics pour permettre la réalisation d'études robustes pour les interventions ou les thérapeutiques non médicamenteuses. Et puis, notre objectif, qui n'apparaît pas complètement, mais que je vous livre, donc ce 3e point, c'est que de manière systématique, la HAS mette en avant dans ses recommandations, dans ses travaux,
des interventions, des thérapeutiques non médicamenteuses, dès lors qu'elles sont validées, pour faire le contrepoids à ce biais qui veut qu'aujourd'hui, on aille plutôt rapidement et de manière un peu facile vers la prescription du médicament. Voilà, merci beaucoup.